Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes députée de La République En Marche des Yvelines. Vous êtes également membre de la Commission des Affaires culturelles à l'Assemblée nationale. Commission aussi de l'éducation. Tout à fait. Alors, le week-end prochain se tient le campus 2021 de La République En Marche. Il sera question notamment de la préparation du programme du candidat de La République En Marche à l'élection présidentielle de 2022. Le week-end dernier, il y a eu l'université du Modem. On y a beaucoup parlé de la maison commune. Est-ce que le programme dont vous allez parler le week-end prochain, ce sera également un programme commun ? Je pense que c'est évidemment notre enjeu, c'est-à-dire qu'on a cheminé ensemble depuis la campagne présidentielle. À partir du moment où François Bayrou a fait le choix, qui était un choix courageux, qui n'était pas évident, lors de la campagne présidentielle, d'abandonner sa propre candidature au profit du soutien à Emmanuel Macron, que ce soit le Modem, puis ensuite Agir, et évidemment En Marche, on a cheminé et travaillé ensemble. Moi, ce que je dis, c'est que la maison commune, pour moi, ce sera, parce que je souhaite que le président de la République soit candidat et soit réélu. Aucun doute. Pour l'instant, il ne l'est pas. Ouais. Donc moi, je souhaite évidemment qu'il puisse l'être. Ce sera Emmanuel Macron 2022. Notre maison commune, c'est la capacité qu'on a à faire réélire le président de la République et à porter un projet qui ne peut pas juste se réduire aux conséquences de la crise sanitaire, parce qu'évidemment, on doit continuer à protéger les Français des aspects sanitaires qui persistent malgré tout, à continuer à les protéger aussi d'un point de vue économique et social, mais on doit aller au-delà sur une ambition de transformation. Ce qu'on fait sur l'assurance chômage à partir du 1er octobre, qui est une vraie mesure essentielle pour moi sur la manière avec laquelle on continue à transformer le pays et à libérer le pays d'un certain nombre d'entraves, c'est ce qu'on doit porter pour 2022. Alors 50+, c'est le slogan du petit livret qui commence à être distribué par Christophe Castaner, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Et par tous nos adhérents. Voilà. Ce soir, on connaîtra le candidat des écologistes pour l'élection présidentielle. Sandrine Rousseau contre Yannick Jadot. Sandrine Rousseau qui a construit une partie de son discours sur une certaine radicalité, une radicalité qu'on retrouve aussi chez Jean-Luc Mélenchon, chez Éric Zemmour. Comment est-ce que face à cette radicalité, cette émotion, parfois cette déraison, on peut construire un discours audible pour les électeurs français? C'est un vrai défi. Ouais. Après, la radicalité, ce n'est pas forcément l'outrance. La radicalité, ça peut être des mesures radicales. C'est ce qui prédomine aujourd'hui. Non, mais la radicalité, ça peut être des mesures radicales de transformation du pays. Que ce soit ce que je vous disais sur l'assurance chômage, que ce soit demain sur la transformation de notre système de retraite, que ce soit sur les questions aussi régaliennes. Le problème, c'est que là, on en vient à confondre radicalité et outrance. Quand les soutiens de Sandrine Rousseau disent qu'il faudrait qu'Yannick Jadot finalement se désiste à son profit parce qu'être féministe, c'est qu'il n'y ait qu'un seul candidat qui soit une femme et donc qu'il n'y ait plus de compétition. Quand Éric Zemmour nous refait le révisionnisme de la Seconde Guerre mondiale et du régime de Vichy, Jean-Luc Mélenchon, on est habitué à ses outrances, au fait qu'il ait manifesté aux côtés d'organisations islamistes qui ont été depuis dissoutes. Ça, c'est de l'outrance. C'est pas de la radicalité. Donc à vous entendre, ça serait mieux si Sandrine Rousseau était candidate des écologistes ? Ah mais moi, je n'ai pas à avoir d'avis sur les candidats des autres partis et des autres formations politiques. Ils feront un choix. Ce que je constate juste, c'est qu'en effet, il y a un choix qui est très différent entre les options qui sont proposées par les deux candidats écologistes, à la fois sur les mots qui sont employés et sur la capacité qu'ils ont ou non à rassembler. Mais ça leur appartient. Moi, je ne suis pas membre de ce parti politique, je n'ai pas à voter. J'ai vu que certains s'étaient amusés, d'ailleurs, membres d'autres partis politiques, à dire qu'ils avaient réussi à s'inscrire à cette primaire, des membres, par exemple, de l'extrême droite, à voter. Ce n'est pas ma manière de concevoir la vie politique. Ils choisiront. Mais ne confondons pas, encore une fois, la radicalité de la transformation qui est nécessaire de notre pays. Et on peut être résolument radical, nous, dans la manière avec laquelle on le propose, et l'outrance qui, malheureusement, devient un peu trop coutumière. Alors, ces trois candidats ne parlent pas de dépenses publiques, car c'est un sujet éminemment important. La droite n'a pas encore de candidat. On aura un candidat de la droite que dans 2 mois, c'est très long. Néanmoins, plusieurs de ces candidats, dont Xavier Bertrand, attaquent le chef de l'État sur la dépense publique qui est en train de filer. Il l'accuse même de faire campagne en se servant du chéquier de la France. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Plusieurs choses. Déjà que depuis le début du mandat... Les dépenses sont là, elles sont annoncées. Les dépenses sont là et on va pas... Moi, je ne conteste pas qu'elles existent. Elles existent et tout est public, tout est retraçable. Plusieurs choses. Déjà, depuis le début du mandat, à chaque fois qu'on a pris des décisions justement pour restaurer la confiance, faire en sorte de ramener aussi le déficit public en 2018 à moins de 3%, ce qui n'était pas le cas précédemment, on a eu la droite qui a contesté toutes ces mesures. Quand on a fait notamment une grande réforme sur la question des emplois aidés, je me suis retrouvée face à des députés de droite qui pourtant, pendant la campagne présidentielle, disaient qu'il fallait les supprimer et qui, au moment où on le faisait, disaient « Ah, finalement, c'est pas une bonne idée, il faudrait pas le faire ». Donc, à chaque fois que nous,
on a fait des réductions de dépenses publiques, la droite les a contestées. Et puis, de l'autre côté, quand on a fait de la dépense publique, notamment pendant la crise, 100 milliards d'euros, notamment dans le plan de relance... 165 milliards la dette de la Covid. On nous a même dit au moment du plan de relance, c'était 100 milliards d'euros. Attention, vous êtes petit joueur, regardez ce que font les États-Unis, regardez le plan de relance qui est présenté par Joe Biden. La France n'est pas assez ambitieuse. Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que, oui ou non, il fallait réduire le déficit public au début du quinquennat pour nous permettre, justement, d'avoir les moyens de faire ce plan de relance de 100 milliards d'euros? Oui, c'est une certitude. On n'aurait pas pu avoir ce plan de relance si on n'avait pas fait des efforts sur la dépense publique. Et les LR nous ont proposé systématiquement l'inverse. Plus de dépenses au début, moins de dépenses pendant la crise. Aurore Bergé, quand Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes et président du Haut Conseil aux finances publiques, refuse de se prononcer sur un budget 2022 qu'il juge incomplet, notamment sur le volet recettes, est-ce que ça ne pose pas problème néanmoins ? Vous savez, quand on est arrivé, on était sous le coup d'une procédure pour déficit public excessif. Ça, c'est le quinquennat précédent, c'est celui de François Hollande. Il me semble que Pierre Moscovici a peut-être contribué à ce quinquennat-là. Oui. Donc, je veux bien que les conseillers ne soient pas les payeurs, mais enfin, c'est quand même aussi concrètement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'est pas dans son rôle de le rappeler néanmoins ? Oui, mais nous, on est dans notre rôle à un moment de faire des choix politiques. Et le choix politique, ça a été de dire on doit dépenser pour protéger les Français. Il aurait fallu rogner sur quelles dépenses ? Parce que c'est ça, un moment, pour entrer dans le vif du sujet. Pendant la crise, il ne fallait pas faire le fonds de solidarité pour les entreprises, à peu près une trentaine de milliards d'euros. Il ne fallait pas faire l'activité partielle pour les salariés, pareil, une trentaine de milliards d'euros. Il ne faut pas, là, augmenter le budget de la justice de 8%, alors que tout le monde dit justement qu'on a un problème de réponse pénale, parce qu'on a aussi un engorgement de notre système judiciaire, parce que les décisions sont rendues de manière trop lente, parce qu'on n'a pas les effectifs nécessaires. À un moment qu'on nous dise concrètement où on fait de la baisse. Parce qu'aujourd'hui, on a ceux qui nous disent d'un côté, il faut baisser la dépense publique, mais sans jamais dire où ils veulent baisser la dépense publique. Et donc c'est ça, à un moment, les contradictions qui sont les leurs. Alors la crédibilité de la France a déjà été entamée à l'échelle européenne sur ce sujet, sous la présidence de François Hollande. La France, justement, va prendre la présidence de l'Union européenne le 1er janvier prochain. Face à une Allemagne qui aura, on l'espère, un chancelier d'ici là, face à des Pays-Bas qui hésitent à faire appel au fonds de relance européen, est-ce que la crédibilité de la France, elle n'est pas très très entamée ? La crédibilité de la France... Sur le sujet de la dépense et de la maîtrise des finances publiques. Mais la crédibilité de la France, ça a aussi été de permettre qu'on ait un plan de relance européen. C'est-à-dire que pour la première fois, la France, le président de la République, a convaincu celle qui est encore l'actuelle chancelière Angela Merkel, d'emprunter de manière commune. Et c'était une première. Et quand, au début, le président de la République avait émis cette idée, tout le monde lui disait que l'Allemagne ne suivrait pas, que les pays nordiques ne suivraient pas, qu'on n'arriverait pas à obtenir cela. On a obtenu un plan de relance européen. Quand on a 100 milliards d'euros de plan de relance en France, à 40%, c'est financé par le plan de relance européen. Ça, c'est ce qu'on a réussi. Donc la crédibilité de la France au plan européen, c'est ce qu'on a réussi à démontrer justement au cœur de la crise, pour faire en sorte qu'à un moment, on n'ait pas certains États qui soient complètement dans l'incapacité d'y faire face. Et c'est cette solidarité européenne qu'on a pu mettre en place. Alors, un dernier sujet, si vous voulez bien. Vous êtes prononcé à plusieurs reprises comme étant plutôt favorable au retour de l'uniforme à l'école. C'est un sujet sur lequel Jean-Michel Blanquer aussi a été interrogé. Pourquoi ? Alors, ça ne réglera pas tous les sujets qu'on a au sein de l'école sur la question de la lutte contre les inégalités et sur le risque de reproduction d'inégalités sociales. Ce que je constate, c'est qu'on a un pays où tout le monde dit qu'on est de plus en plus fracturé, de plus en plus morcelé, de plus en plus retranché au sein de chacune de nos communautés plutôt qu'une communauté nationale. Eh bien, au sein d'un établissement scolaire, je crois que le fait d'avoir un sentiment d'appartenance commune, non pas à ce qu'on est chez soi, mais à ce qu'on est au sein de l'établissement scolaire, c'est-à-dire un enfant qui appartient à la même école, qui se voit délivrer la même formation. C'est un modèle à l'anglaise ? Je pense que ça ne peut exister que s'il y a une entente de la communauté éducative, des parents, et ça se fera de manière locale. Ce n'est pas l'État qui va imposer en disant voilà, du jour au lendemain, on va remettre l'uniforme partout et ça va régler tous les problèmes de l'école publique. Mais je pense que ça peut être l'un des leviers, l'une des options qui fasse qu'on ait enfin un sentiment d'appartenance qui dépasse juste notre petite communauté d'origine. Et face à un risque, encore une fois, d'un morcellement qu'on constate, qui n'est même plus un risque, c'est aujourd'hui ce qui se passe sous nos yeux dans notre pays, tout ce qui remet de l'unité, du sentiment d'appartenance, de la fierté d'appartenance, je crois que c'est un bon signe. Et puis je crois vraiment aussi que c'est un des leviers de lutte contre les inégalités sociales. Merci Aurore Bergé. Merci à vous.